Bonjour chers amis, nous sommes au moment où vous nous écoutez le 21 avril. Autrement dit, nous sommes le lundi de Pâques. Ce qui veut dire que j'ai été contraint de préenregistrer cette émission. Vous ne pourrez pas, malheureusement, y participer vous-même et, comme à l'habitude, faire part de vos remarques, nous téléphoner, nous envoyer des mails, etc. Nous sommes obligés de préenregistrer. Vous comprendrez pourquoi, évidemment, puisque un lundi de Pâques, notre place est plus en famille que à animer des... Alors, cela dit, hein, il y a des médias où c'est pas comme ça, mais enfin, ici, c'est encore possible. Cette émission, comme vous le savez, comme à l'habitude, est en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, dont le campus principal est basé à Lyon, mais qui a aussi un campus pour la formation continue à Paris. Et j'ai plusieurs annonces à vous faire. D'abord, les inscriptions pour le magistère de sciences politiques à Lyon sont ouvertes. Vous pouvez évidemment appeler l'ICEP et vous inscrire. Une annonce plus urgente, dans 4 jours, le 25 avril, il y aura l'organisation du grand débat des médias dans Paris. Le lieu n'est pas encore diffusé compte tenu de l'état de nos libertés publiques dans cette fin de Ve République. Mais les deux thèmes qui seront abordés sont le rôle grandissant des médias alternatifs et ensuite les médias alternatifs face aux défis de l'information. Les invités sont Jordan Florestin, Antoine You, Martial Bilt, le fameux patron de TV Liberté, Marc Menant, que l'on connaît bien à CNews, Claude Cholet, Pierre-Alexandre Bouclé, le directeur de notre radio. Et donc, ça, c'est dans 4 jours. N'hésitez pas à contacter l'ICEP et à demander où se situe ce grand débat dans Paris, pour le coup. Enfin, j'ai 2 choses à vous dire. C'est l'ouverture en septembre prochain de la prépa sécurité-défense à Lyon pour préparer des élèves au concours d'accès à des métiers relevant directement du maintien de l'ordre. Alors, selon les métiers en question, vous devez être préalablement muni d'un bac plus 5 ou bien d'un bac plus 3. Je vais préciser les choses. Si vous voulez passer le concours d'officier de gendarmerie, c'est donc un concours de la fonction publique d'État, vous l'aurez compris, de catégorie A. Il vous faut un bac plus 5 et la limite d'âge est à 27 ans. Un bac plus 5 ou équivalent, hein. La limite d'âge est à 27 ans. Si vous voulez en revanche passer le concours de sous-officier de gendarmerie, alors c'est un concours de catégorie B et il vous faut une limite d'âge à 35 ans. Commissaire de police, le concours d'entrée pour devenir commissaire de police, c'est catégorie A. Le niveau requis est un bac plus 5 et la limite d'âge est 45 ans. Officier de police, eh bien, le concours exige un niveau préalable de bac plus 3 et la limite d'âge est fixée. Il n'y a pas d'ailleurs, si officier de police, 45 ans aussi, pardon. C'est pour le directeur de la police municipale. C'est un concours de la fonction publique territoriale, pour le coup. Il vous faut un bac ou équivalent sans limite d'âge. Ça, c'est vraiment... bac plus 3 pour être directeur. Et si c'est simplement chef de service de la police municipale, il y aura un niveau bac sans limite d'âge. Et puis, commissaire aux armées. Donc là, on rentre dans l'armée, non plus seulement la sécurité intérieure. Eh bien, commissaire aux armées, le niveau requis est bac plus 3. La limite d'âge est à 26 ans. Inspecteur des douanes, le niveau requis est bac plus 3. Il n'y a pas de limite d'âge. Et enfin, directeur des services pénitentiaires. Alors, on revient à la sécurité intérieure. Il vous faut un niveau bac plus 3, ou équivalent, je le répète, hein, et avec une limite d'âge de 45 ans. Donc, tout ça, ce sont les concours qui vous sont, que vous pouvez préparer
La durée de la prépa, on est toujours à Lyon, hein, dans l'état actuel des choses, on est toujours à Lyon. La durée de la prépa globale sera de 10 mois, de juin à septembre, euh, avec des entraînements évidemment de juin, qu'est-ce que j'ai dit de septembre à juin, pas de juin à septembre évidemment. Donc 10 mois de septembre à juin, avec un entraînement pendant le dernier mois. Et concrètement, il y aura 33 semaines avec 2 semaines de vacances à Noël, une semaine en février, 2 semaines à Pâques. Et le pont du 8 mai, la répartition des enseignements, il y aura les cours magistraux, idéalement le matin, parce que l'attention est plus soutenue le matin, et puis les exercices pratiques ou travaux dirigés, idéalement l'après-midi. Les exercices... il y a une dissertation de culture générale, une par semaine au moins, et puis une note de synthèse, une par semaine au moins. Voilà, donc ça, c'est toute l'organisation de la prépa au métier intéressant la sécurité et la défense. Donc vous voyez, ça fait des annonces très longues et très riches, parce que, encore une fois, outre le débat du 25 avril, encore une fois, l'ICEP ouvre cette prépa, disons, très spécifique, hein, qui vous prépare au concours d'entrée dans la fonction publique, dans les métiers de la sécurité et de la défense. Et puis, naturellement, les magistères sont ouverts là de sciences politiques purement. Voilà, ce sont les annonces que je voulais faire. Vous contactez l'ICEP et l'ICEP vous donne de plus amples renseignements. Surtout que là, vous ne pouvez pas m'envoyer de mail ou de téléphoner puisque nous sommes en rediffusion, en différé. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Inès Fleury. Elle est l'auteure d'un livre qui a fait parler de lui et qui est prof en danger 9 ans en lycée professionnel. Inès Fleury n'était pas à l'origine, mais bon, vous allez... d'abord, bonjour madame, je suis ravi de vous recevoir. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous allez vous présenter un peu vous-même. Enfin, vous n'étiez pas à l'origine destiné à enseigner, vous aviez exercé un métier, et puis un jour, votre métier étant très très prenant, vous vous êtes dit, tiens, et si je rentrais dans l'enseignement, c'est une de vos amies qui vous avait donné ce conseil, ce mauvais conseil, quand on sait comment ça a tourné. Oui, quand on connaît la fin, mais je ne sais pas si c'est pas en soi un mauvais conseil. Mais oui, effectivement, j'étais pas destinée à être professeure puisque j'ai une carrière d'à peu près 20 ans dans le privé et plutôt autour des métiers du commerce et du management, avec une grosse carrière dans la publicité. Donc effectivement, rien à voir avec l'enseignement. Et puis effectivement, c'est par le biais d'une connaissance qui était rentrée en tant que professeur en lycée professionnel, qui m'a évoqué donc son métier. Et de par le fait, effectivement, j'ai postulé en tant que contractuelle au sein de l'Éducation nationale. Ah oui, c'est ça. Et vous êtes quand même resté 9 ans. Mais Oui. Vous nous apportez une information quand vous présentez votre histoire. Vous avez eu cette activité professionnelle qui ne générait aucun gain particulier, mais vous avez été obligé de payer des URSSAF extrêmement lourdes. Et donc la République vous demande 10 000 euros d'URSSAF alors que vous n'avez pas gagné un centime Oui. dans votre activité. C'est incroyable. Oui, Enfin, oui, alors... il se trouve que cette émission, elle est consacrée à l'éducation, mais vous voyez le nombre d'émissions qu'on pourrait consacrer au dysfonctionnement et aux injustices de notre République. Oui, alors je vois que vous avez noté ça dans le livre. Effectivement, bien sûr. je fais une petite parenthèse sur ce Je sujet. lis les livres de ceux que je reçois, c'est pas le cas de tout. Enfin, je ne parle pas évidemment de courtoisie, C'est mais très bien. Mais effectivement, les 2 dernières années, j'ai ouvert un petit magasin de meubles et de décoration. Et le premier courrier que j'ai eu dans ma boîte aux lettres le jour de l'ouverture de Rideau, c'était un courrier de l'URSSAF. Et effectivement, au bout de 2 années où malheureusement, j'ai certes payé tous mes fournisseurs, bien entendu, et j'ai payé mon URSSAF aussi, mais je me suis versé aucun salaire. Et bien malheureusement, effectivement, oui, on me réclamait 10 000 euros. ouais, Voilà, donc il a fallu que je me batte pendant quelques mois
pour qu'ils comprennent qu'effectivement, je ne leur devais rien puisque je ne m'étais pas versé de salaire. Et, à Extravagant. l'époque, c'était encore le RSI. Voilà, mais oui, c'est une anecdote, mais qui est assez savoureuse quand même. Et pour devenir prof, il fallait que vous excipiez d'un niveau d'études. Alors, prof contractuel en lycée professionnel, à l'époque, le bac suffisait, mais surtout, on était recrutés parce qu'on avait une expérience suffisante Ouais. dans les matières qu'on allait a priori enseigner. Bon, c'est déjà pas mal, parce que je vous dis ça, parce que je me souviens, moi qui ai dirigé une école de management, je voulais engager une dame qui était, mais presque célèbre, dans sa branche, les incoterms, ça ne dira rien à personne, ça concerne les douanes. Et elle était célèbre, mais bon, elle s'était faite elle-même, cette personne. Elle avait un niveau bac plus 2, elle avait passé un BTS comme dans sa jeunesse. Eh bien, le recteur me faisait les plus grandes difficultés. Je n'avais pas le droit de recruter cette personne parce que elle n'avait qu'un niveau bac plus 2. Oui, mais ça, c'était sa jeunesse. Elle avait fait toute sa carrière depuis. Alors, il faut reconnaître, soyons justes, que la République permet une mise à niveau, enfin, académique au moins, avec une reconnaissance d'un savoir professionnel, une équivalence, disons. Donc, bon, il faut reconnaître que ça, c'est possible. Vous, on vous a pas fait de difficulté, en tout cas. Non, du tout. Mais alors moi, je trouve ça assez intéressant de recruter des enseignants qui ont suffisamment d'expérience professionnelle Bien pour sûr. enseigner des matières professionnelles. Bien sûr. Bien surtout. entendu, il aurait, en aucun cas, j'aurais pu enseigner les mathématiques ou le français ou l'histoire-géographie. Ça n'était effectivement pas possible. Mais pour enseigner du commerce ou en bac pro accueil, ce qui était mon cas, quand vous avez 20 ans d'expérience dans le commerce et dans le management, ça me paraît absolument cohérent puisque vous avez une telle connaissance, une telle expérience que vous avez énormément de savoir et de compétences à transmettre et de pouvoir enseigner. Alors certes, on n'a pas la pédagogie, on ne sait pas comment tenir une classe, mais par rapport au profil, au référentiel du bac Alors professionnel, justement, ouais. moi je trouve ça tout à fait cohérent et intéressant au demeurant. Justement, vous nous parlez de ça et vous vous étendez un peu sur le bureaucratisme du Mmh, référentiel du bac. mmh. Ça, c'est fascinant quand on lit ça. On se dit, mais c'est Je incroyable. ne sais pas si c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, parce que ça a été effrayant, je peux dire ça comme ça, puisque, alors effectivement, donc je passe un entretien et assez rapidement, on me dit, ben, vous allez commencer la semaine prochaine. Bon, très bien, donc 2 classes de 24 élèves, de quoi est-ce que je vais leur parler? Et donc effectivement, on m'a donné de quoi faire quelques recherches sur les référentiels des 2 bacs pro sur lesquels j'allais intervenir. Et c'est vrai que les référentiels font entre 40 et 80 pages et qu'à l'intérieur de celles-ci, on trouve une quantité de notions, de savoir, de compétences, de connaissances, de savoirs complémentaires. Enfin, on s'y perd réellement. Et quand vous avez moins d'une semaine pour vous préparer et que vous plongez dans ces explications à ne plus en finir, il y a un temps de recul en se disant: «Mais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être suffisamment compétente pour, enseigner à ces élèves?» Et à un moment donné, avec le sourire, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais enseigner à du lycée pro ou est-ce que je suis déjà, face à des BTS ou à l'université pour qu'on me demande une telle exigence, Ouais. sur le plan référentiel et administratif?» Et quand on sait quel est le niveau devant lequel vous allez vous trouver. Mais Oui. dans ces dizaines de pages de référentiels, qui est l'échec même d'un référentiel, puisqu'en principe, c'est synthétique un référentiel, devant ces dizaines de pages, donc 60 pages, vous dites, voire plus, Oui, 80, entre 40 et 80 en entre fonction 40. Ah oui. des référentiels et puis bon, ça a évolué depuis, mais Et est-ce que vous découvrez des choses qui visiblement n'ont strictement rien à voir, en fait, concrètement, avec votre matière? Vous étiez en éco-gestion, c'est ça? c'est ça, Ouais. tout à fait. Alors c'est pas tant que ça n'a rien à voir, c'est que c'est excessivement détaillé. Vous avez des tableaux à 4 ou 5 colonnes où du coup on ne fait que des transferts de vocabulaire, mais pour finalement à peu près dire la même chose. Et je pense que ça pourrait être beaucoup plus synthétique.
Et surtout plus compréhensible parce que c'est un peu comme quand vous allez sur le site des impôts, hein, sur impôts.gouv.fr, vous cherchez une information, vous comprenez rien à ce qu'on vous explique. Ouais. Donc c'est assez effrayant. Alors c'est pas que c'est pas cohérent, mais c'est que c'est pas suffisamment clair, explicite et ça pourrait être largement écourté. Vous notez, est-ce que déjà, enfin, dans votre livre, vous vous attardez pas beaucoup là-dessus, mais quand même, vous faites remarquer que il ne s'agit plus d'instruction, mais d'éducation Oui. Nationale, Oui. ce qui en dit long. Oui. Est-ce qu'on trouve ça dès le référentiel ou c'est dans la pratique quotidienne que vous vous dites je suis là pour fabriquer des citoyens qui votent à gauche plutôt que d'instruire des... Alors non, ça c'est pas marqué dans le référentiel, mais c'est vrai que je commence le livre avec ça parce que je crois que nous sommes nombreux et nombreuses, puisque j'ai encore écouté l'interview d'une professeure en faculté récemment, et d'une psychologue aussi, on est nombreux à se dire que c'est pas de l'éducation nationale. Le professeur, je crois qu'il est là pour instruire. Il est là pour apporter des connaissances. Ce qui n'est pas l'avis de l'éducation nationale. Ce qui n'est pas l'avis de l'éducation nationale, mais pour moi, c'est une erreur et c'est une première grosse erreur. Ouais. Pour moi, l'éducation, elle vient des parents. C'est-à-dire qu'au sein du foyer, lorsqu'on devient parent, on est responsable de son enfant et on doit, avec effectivement ses propres moyens et sa propre éducation, et de l'amener à devenir un adulte. Mais on doit lui apprendre tout ce qui ressemble à de la politesse, à de la courtoisie, si je peux me permettre. Oui, justement, d'accord. Dire bonjour madame, bonjour monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi et non pas pardon, au revoir, merci, enfin les bases, et puis de respecter des règles, de respecter les interdits, parce que dans la vie, il y a plein d'interdits. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents ne veulent plus se confronter à ça, à dire non à leur enfant, mais non, et pourquoi est-ce qu'on dit non? Pourquoi est-ce qu'il y a des interdits? Pourquoi est-ce qu'il y a des règles? Mais parce que c'est la vie en société qui est comme ça. Sinon, ça s'appelle l'anarchie, il me semble. Et effectivement, quand on est professeur, en tout cas en lycée professionnel, pour mon expérience, on est là en fait pour éduquer. On se rend très vite compte qu'il faut leur apprendre à dire bonjour madame, en regardant son interlocuteur dans les yeux, qu'on est là pour leur expliquer qu'un manteau à capuche, ça ne se garde pas sur le dos pour faire court pendant 2 heures, que même accessoirement, il faut enlever le sac à dos qui est sur le dos parce qu'il ne l'enlève pas spontanément. Et quand je vous dis ça, ce ne sont pas quelques rares exceptions, c'est que c'est la majorité des élèves. Alors c'est ça qui peut étonner parce que on pourrait dire c'est la scolarité obligatoire de toute façon, mais là c'est pas vrai, tout à fait ça, parce qu'en fait ils sont supposés être en alternance dans votre lycée. Pas en alternance, mais ils ont de longues périodes de stage. Il y a 23 semaines sur les 3 années de lycée professionnel. Donc, il y a 2 périodes, on va faire plus simple, mais il y a 2 périodes de 4 semaines sur une même année. D'accord. Donc, c'est pas vraiment de l'alternance, mais je crois que ça le devient de plus en plus. Parce que je vous avouerai que ça fait déjà 2 ans que je suis partie et que je fais tout autre chose maintenant. Vous êtes enfui. Je me suis sauvée au sens propre et figuré. Oui. Absolument. Ça fait un peu penser aux petites choses d'Alfred de Musset, ce que vous racontez, dans un autre contexte, évidemment, un autre genre, mais c'est un peu ça. Ouais. On se dit que vous vous êtes sauvé. C'est ça. Et effectivement, donc on se dit, mais quand ils doivent faire des stages en entreprise, est-ce que c'est vous qui leur fournissez les stages systématiquement? Vous avez du partenariat qu'il faut, ou bien ils doivent chercher eux-mêmes leurs stages? Parce que là, avec leur capuche, c'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas aller travailler en entreprise. Parce qu'on est dans le monde réel, là, je vais finir quand même de répondre à votre question de tout à l'heure, et après je reviens tout de suite sur ce que vous me demandez. Mais effectivement, ils sont pas en alternance, ils sont en stage. Ça veut pas forcément dire pour autant qu'ils ont tous choisi cette orientation-là. On se retrouve quand même face à des élèves qui, pour une grande majorité, sont là un petit peu par défaut, parce qu'ils n'avaient pas les capacités d'aller au lycée général en termes de résultats, parce qu'on a estimé qu'il n'était pas non plus nécessaire de les envoyer en CAP, qui est en
encore malheureusement un autre stade dans l'éducation. Vous voulez dire un stade inférieur encore. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi ce que nous faisons. N'importe quoi. Quand on compare avec l'Allemagne, par exemple, ou ce on faisait jadis en France, dès l'âge de 14 ans, on pouvait partir apprenti, et donc on apprenait un métier. Oui. Maintenant, c'est une punition. Ça peut être ressenti comme ça par ces élèves, puisque effectivement, en fait, ils ne savent pas où aller, ils ne savent que faire. Donc, pour ceux qui partent en lycée technologique, par exemple, je pense qu'ils ont un vrai projet d'informatique ou d'industrie ou de mécanique, et auquel cas, ça a vraiment du sens pour eux. Pour ceux qui arrivent dans le tertiaire, donc dans le commerce et dans l'accueil, oui, les 3/4 des élèves sont là parce que fallait bien faire quelque chose et qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Donc malheureusement, effectivement, c'est pas un choix. Donc quand arrive la période de stage, et donc je reviens sur votre dernière question, quand arrive la période de stage, c'est un petit peu compliqué parce que finalement, ils ne sont pas là par goût et par choix, ils sont là par obligation. Et effectivement, dans les obligations, on essaye de les éduquer, malheureusement, à avoir une tenue professionnelle, mais donc dans la tenue vestimentaire, dans la posture, et puis dans la façon de s'exprimer aussi, parce que comme vous le disiez très justement, c'est un petit peu difficile de trouver un stage quand on porte un sweat à capuche. Oui. Mais après, ça dépend du lieu de stage. C'est sûr que si vous allez, alors je ne dénigre pas, mais si vous allez chercher un stage dans l'épicerie de votre quartier, a priori, le sweat à capuche, ça ne va pas poser problème. Par contre, si vous avez la prétention d'aller trouver un stage dans une enseigne nationale, alors qui n'est pas forcément du luxe haut de gamme, mais qui est déjà d'une bonne enseigne, où on sait qu'en plus, l'accompagnement va être intéressant en termes de formation professionnelle, oui, le sweat à capuche, ça va pas passer. Et ça, c'était déjà une première barrière à passer avec eux, parce qu'il fallait les convaincre et leur expliquer et les faire adhérer à déjà une posture et une tenue convenable pour pouvoir aller chercher un stage. Alors, il y avait quand même des journées où ils étaient obligés de venir en tenue propre. Alors, vous racontez ça dans votre livre. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était bien. Effectivement, il y avait une journée dans la semaine où c'était la tenue professionnelle. Ouais. Alors moi, j'étais même très fervente de faire la tenue professionnelle toute la semaine. Tous les jours, oui. Parce que quand on apprend à être boulanger, on est en tenue de boulanger toute la semaine. Quand on apprend à être mécanicien, on est en bleu de travail toute la semaine. Et moi, je trouvais que c'était pas une hérésie de demander aux élèves d'être habillés en tenue professionnelle toute la semaine, pour les mettre en plus dans un rythme professionnel déjà. Donc, on avait une journée. Quand je suis arrivée en 2014, il y avait une journée par semaine où c'était quand même assez strict, c'est-à-dire qu'il fallait que les garçons aient leurs pantalons à pinces, la chemise blanche, la veste. Pour les filles, ça pouvait être une jupe, bien entendu. Des chaussures de ville, surtout pas de basket. Et c'était assez bien respecté globalement, même si de temps en temps, il fallait un petit peu se battre quand même. Mais au moins, il y avait une journée où quand on arrivait devant le lycée, on se disait « Ah, on a des étudiants. Voilà, on a des lycéens. » Et pas des épouvantails à moineaux. Oui, en pyjama, disait une collègue, mais c'est vrai que souvent, ça ressemblait plutôt à ça. Ouais. Et puis, ça s'est dégradé au fil des années. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu aussi beaucoup de changements de proviseurs dans l'établissement. Il y a eu 4 proviseurs adjoints en 4 ans sur la fin de... À quoi est-ce qu'on attribue ça? C'est eux-mêmes qui demandent à ce qu'on les sauve du naufrage, ou c'est l'administration qui fonctionne comme ça? Alors, je ne suis pas dans les petits papiers, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Je sais qu'il y a une personne vraiment qui n'est pas restée parce que ça s'est fini en déprime ou dépression, quelque chose comme ça. C'est dangereux. Au bout d'une année, en lycée professionnel, donc imaginez l'état des professeurs quand ça fait des années qu'ils sont là face aux élèves. Oui. Alors d'accord, la mission n'est pas la même, mais au demeurant, les élèves sont les mêmes. Elle est presque pire, parce que vous, prof, vous êtes vraiment constamment en contact avec les élèves, tandis que le proviseur, il est quand même... il est à N-1, enfin, il est quand même dans son bureau. Alors, il faut qu'il règle des problèmes. Il ne le fait pas, d'ailleurs,
des problèmes de discipline, d'organisation. Mais Mmh. enfin, c'est pas lui qui donne des cours, qui se prend des craies sur la figure, etc. Oui, c'est ça, Ouais. c'est Donc ça. en fait, vous étiez beaucoup moins On est un petit protégé. peu la première ligne, en Ouais, fait. vous êtes la première ligne. Vous êtes, voilà, Ouais, sur les, le front. les troupes de débarquement, Oui, oui, c'est un petit peu l'infanterie de ça. marine C'est un petit qui peu ça. débarquent sur les plages. Oui, donc comment faisait-il pour trouver un stage? Est-ce que c'est eux-mêmes qui faisaient... Vous leur appreniez à chercher une entreprise, ou bien vous aviez déjà des partenariats, ou les deux? Alors, on avait, enfin, j'appelle pas ça des partenariats, même si sur la fin, ça commençait effectivement un petit peu à se mettre en place. Alors, on avait bien entendu, moi, quand je suis arrivée, le lycée existait depuis très longtemps, donc bien entendu, au fil des années, il y avait un listing d'entreprises et de commerçants qui avaient Alors, déjà on est pris. obligé de parler d'être francophone, de la radio Courtoisie, qui est la radio de la francophonie. On peut pas dire listing, c'est très mal. Pardon. Donc, Alors, nous avions une liste, voilà. une liste d'enseignes qui donc avaient déjà pris des élèves stagiaires, mais la première démarche, c'était quand même de leur apprendre à se présenter, à présenter leur CV, de façon à ce qu'ils puissent décrocher leur lieu de stage par eux-mêmes, ce qui est très valorisant au demeurant, Bah oui, oui. surtout si on décroche Quand ils réussissent, un bien lieu sûr. intéressant. Oui, oui, oui. Donc l'objectif, c'était d'abord, c'est ce qu'on faisait en cours, hein, certaines fois, on faisait des mises en situation de recherche de stage, une fois qu'ils avaient créé leur CV, qu'ils avaient écrit leur lettre de motivation. Donc vous leur appreniez à faire ça. Bien sûr, Composer un CV. tout à fait. Bon, le CV, évidemment, est forcément un peu maigre. Oui, parce que mais non, bon, ouais. enfin, on a tous commencé avec un CV maigre. Ouais, Ça, oui, c'est bien pas sûr, c'est ouais. pas le problème en soi. Donc, Mhm. faut bien une première fois. Ben oui, oui. Donc, voilà, on les faisait participer à tout ça et La lettre on de les motivation. entraînait. Oui, la lettre de motivation, c'est important Oui, de leur enseigner ça. oui, oui, tout Donc à ça, fait. au moins, vous avez senti un résultat positif dans cette démarche-là, cette partie de votre enseignement, ça marchait ou pas? Les premières années, ça marchait, mais en fait, c'est vrai que, enfin, 9 ans, c'est pour ça que le livre s'intitule ainsi, c'est qu'il y a vraiment eu un délitement sur les 9 années et tout ce qui fonctionnait à peu près quand je suis arrivée, même si certaines choses me faisaient déjà bondir, ne marchait plus du tout, sur les dernières années et effectivement, sur la recherche de stage, plus le temps passait, je trouvais que les lieux de stage que les élèves trouvaient n'étaient pas forcément, opportuns, même si l'éducation nationale, nous autorisait, Aller valider pour je parler dirais pas de... tout et n'importe quoi, mais Ouais, presque pour ouais, valider les semaines de stage, puisque sans les semaines de stage, on ne pouvait pas les présenter, au baccalauréat, aux ah oui, épreuves. oui. Voilà, c'était quand même la condition. Heureusement, il y en avait une au moins. Il y avait Ouais, un verrou quand même. ouais. Mais j'ai déjà entendu dire par un inspecteur, bah oui, s'ils prennent un stage en pâtisserie pour le commerce, très bien. Moi, j'avais exprimé à une collègue, mais qu'est-ce qu'on apprend Oui, comme méthode de vente pour vendre un oui, éclair au chocolat? oui, oui. Voilà, donc effectivement, on les accompagnait pour la recherche du stage, dans leur tenue, dans leur posture, dans leur CV, dans la façon de se présenter, dans les mots à employer et à éviter. Moi, je me souviens, je faisais des entraînements vraiment avec eux, avec une note, hein, même, hein, face à la classe, en me disant: «Bon, au moins, ils ont, toutes les billes a priori pour pouvoir, chercher leur stage» et puis quand vraiment on approchait de la date butoir, et que le stage arrivait quand même, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils aillent en stage et que certains élèves n'avaient pas de lieu, ben, on sortait la liste et on les D'accord. envoyait et des fois, on passait un petit coup de fil aux commerçants en disant: «Voilà, j'ai un élève, Mais qui est un peu sur le carreau. Est-ce que vous avez de la place? Est-ce que vous pouvez le prendre?» il est ensuite à capuche, mais bon, Mais il a prenez-le, s'il vous plaît. un pantalon qui descend à mi-cuisse Oui, et des baskets, d'accord, oui. ok. Et donc, le commerçant était obligé de le prendre. Enfin, obligé, Ah non, non. obligé, non, non, Donc, non, non. ça arrivait que des élèves restent complètement sur le carreau, comme ça. C'est arrivé, oui, sur la fin, un peu plus qu'au début, encore une fois. Et donc, il ne pouvait plus passer son bac. Ou alors, Alors, l'éducation nationale a démissionné. c'est-à-dire que s'il manquait une semaine, de stage sur la première période, admettons, ben, on faisait en sorte qu'il puisse récupérer ces journées-là.
à d'autres moments dans l'année. Mais d'autres moments dans l'année, ça sous-entend qu'il faut que le proviseur soit présent au lycée en cas de problème, que l'entrepreneur puisse appeler quelqu'un s'il y a un problème avec le stagiaire. Donc en fait, ça nous laissait très peu de marge de manœuvre finalement pour que les élèves récupèrent les journées de stage manquantes sur d'autres périodes que celles qui sont établies au départ. Est-ce qu'il y a eu comme on pourrait dire, des certificats de complaisance? Est-ce qu'il est arrivé à l'institution de mentir, de faire croire, pour que l'élève puisse passer son bac, qu'il avait accompli tout Alors, ça? s'il y a des certificats de complaisance, ça vient du professeur. Donc là, Oui. je ne peux pas vous dire, puisque c'est nous qui faisions signer les actes de présence de l'élève dans une enseigne. Ouais. Puisque de toute façon, en première, en terminale, il y avait des évaluations qui se réalisaient sur les lieux de stage. Et bien entendu, il y avait des visites de stage et on rencontrait les tuteurs et on leur faisait signer un certain nombre de papiers pour prouver la présence de l'élève et faire les évaluations. Quand vous rendiez visite dans l'entreprise, donc vous retrouviez votre élève, est-ce qu'il vous est arrivé de trouver une différence? C'est-à-dire que l'élève peut être éventuellement insupportable en cours, et en fait, il s'épanouit dans le milieu professionnel. Ça arrivait, ça? Oui, ça a pu arriver dans les deux sens. Ça a pu arriver où effectivement certains élèves qui se comportaient assez mal au lycée étaient, somme toute, d'après les tuteurs, les maîtres de stage, plutôt présents, plutôt à l'heure, plutôt polis, plutôt à l'écoute, plutôt à aller vers le client, sans poser forcément trop de soucis. C'est arrivé. Ce qui montre bien que c'est le système qui est aliénant, parce que si on avait permis à ce gamin d'entrer plus tôt dans l'apprentissage d'un métier, bah, il ne serait pas forcément comme ça. Oui, je suis assez d'accord. Alors, le lycée professionnel, il est là pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a affaire à des gamins qui n'ont pas envie de rester 8 heures les fesses sur une chaise pendant 9 mois de l'année et qu'ils ont besoin d'être en extérieur, besoin de bouger, besoin d'apprendre du concret. Donc, bien sûr, on a eu des cas d'élèves où, au lycée, ça se passait mal. Et arrivé sur le lieu de l'entreprise, en fait, ils se révélaient, puisqu'il y avait une forme d'épanouissement, comme vous le disiez tout à l'heure, et que c'était a priori plus approprié pour eux d'être en stage que d'être à l'école. En définitive, compte tenu de la courte période de présence en entreprise, il reste quand même les fesses 8 heures sur une... Et donc, en fait, on l'empêche de s'épanouir. Enfin, je veux dire, c'est absurde en fait, d'obliger certains élèves à aller à l'école alors que, voilà, ils n'ont pas besoin d'être en terminale ou à passer un baccalauréat qui n'existait pas autrefois, d'ailleurs, Oui, c'est le bac professionnel. Donc, c'est véritablement notre organisation qui est mauvaise. Alors oui, on peut le voir comme ça. Après, faut quand même reconnaître que on a besoin aussi de théorie. C'est pas parce que on est en bac professionnel et qu'on n'est pas à même de faire de longues études qu'on peut uniquement se contenter de la pratique. Il y a quand même des techniques de vente. Et puis, alors on revient à la genèse de notre entretien, mais comme les enfants ne sont pas éduqués, accueillir un client, ils savent même pas l'accueillir en fait. Un bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue, comment puis-je vous être utile? Ils savent pas faire. Donc en fait, on reprend ce qu'on disait au préalable, c'est que on n'est pas toujours là pour instruire, mais on est déjà là pour éduquer. Et quand on disait à des élèves, n'y allez pas en survêtement parce que il y a peu de chances que vous trouviez un lieu de stage intéressant en survêtement, et que l'élève vous répondait, wesh madame, moi j'y vais comme je veux, ils me prennent s'ils veulent, en fait non quoi. En fait, non, ils vont pas, Oui, ils vont pas vous voudront prendre. pas. Non, ils vont pas vouloir, non. Ça leur échappe. Ils ne se disent pas,
Quand on vous répond, ils me prennent s'ils veulent, ils se disent pas, mais ils voudront pas, ou s'ils veulent pas, ils me prennent pas. C'est surtout ça le problème. C'est pas ils me prennent s'ils veulent, c'est... Pourtant, quand je faisais des petits jeux assez rigolos, que je faisais sortir les 2-3 élèves qui étaient en tenue vestimentaire très appropriée, et que je les mettais face au restant de la classe, et que je leur disais... et alors, je prenais aussi le contraire, hein, c'est-à-dire que je prenais le pire exemple de la classe, et que je leur disais, bah, tiens, vous êtes chef d'entreprise, commerçant, quelle personne vous allez prendre pour son stage et est-ce qu'il y en a un autre que vous prendriez pas? Donc ils sont lucides hein, là-dessus. Ils disent bah oui effectivement un tel il est plutôt bien habillé, il a une chemise blanche, il donne envie d'être recruté en stage et pas l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tous faisaient un effort réel et sincère pour. Ben alors soyons positifs. Je suppose qu'il y a quand même des élèves qui vous ont remercié du travail que vous faisiez pour eux, non? Oui, alors quelques-uns, on n'attend pas un remerciement en soi, mais ce qu'on attend surtout, c'est de constater qu'il y a des élèves qui étaient demandeurs, qui étaient motivés, qui avaient vraiment envie de se sortir peut-être de leur situation et d'obtenir ce bac qui était pour eux un vrai diplôme et qui leur permettrait d'avoir une carrière professionnelle convenable. Et alors, ceux-là étaient malheureusement peu nombreux. Ouais. C'est là où c'est regrettable, mais ce qui est au-delà de regrettable, mais ce qui est scandaleux, c'est que comme on passe notre temps à faire l'éducateur spécialisé ou la police avec 19 élèves, ben les 5 qui sont là pour bosser, pour apprendre, en fait, ils sont mis de côté. Oui, c'est ça. Et on les oublie même à un moment donné, parce qu'en fait, on est tellement pris par le désordre qu'on n'arrive pas à se recentrer sur ces 4-5 élèves. Et pour eux, c'est un scandale, parce qu'en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est pour le coup, c'est d'apprendre et de faire court. Alors, on reviendra sur cet aspect, évidemment, qui a joué un rôle capital dans votre fuite, dans votre évasion. Mais si je continue sur le thème de l'incohérence pédagogique, vous dites dans votre livre que tout est... on vous demande de passer au tout numérique, alors que les épreuves du bac sont des épreuves écrites. C'est absurde, c'est complètement absurde. C'est même à peine croyable. Comment c'est possible, ça, concrètement? Donc, on vous imposait, quand on vous dit tout numérique, ça voulait dire quoi, alors? Moi, je me souviens d'une inspection où, effectivement, alors moi, je suis de la vieille école. Moi, j'aime bien le côté papier, j'aime bien le côté stylo, écriture, livre, à feuilleter, à tourner des pages, utiliser un dictionnaire, voilà. Et très rapidement, on m'a quand même fait comprendre qu'il y avait beaucoup de postes informatiques dans les salles et que, de toute façon, de par le référentiel, il y avait beaucoup de choses qui étaient à réaliser informatiquement. Mais au demeurant, effectivement, les épreuves finales en terminale, en tout cas quand j'y étais encore en 2023, ce sont des épreuves écrites sur table avec la feuille telle qu'on l'a connue, la feuille d'examen, et une simple trousse sur le bureau. Et moi, j'étais pas fan de cette idée de faire beaucoup de travaux sur poste, mais bon, à un moment donné, il fallait bien se plier quand même au référentiel et à la demande de l'Éducation nationale. Donc, je m'y suis mise, bien sûr. Et je le dis dans le livre et je peux raconter l'anecdote, mais un jour, j'ai vraiment une élève qui a levé la main, qui était en première et qui m'a dit « Mais madame, mais on fait que de l'informatique avec tous les profs, il y en a marre. Le jour du bac, on va nous demander d'écrire et on ne saura pas. » Et là, je me suis dit « Mais elle a tellement raison. En fait, c'est tellement évident. » J'ai fait marche arrière. Alors, j'ai fait un peu de numérique parce que fallait quand même un peu en faire. Et puis en même temps, leur apprendre Word, leur apprendre Excel, ça me paraît instructif parce qu'on en a besoin quand même dans son parcours professionnel, surtout quand on va faire du commerce et de l'accueil. On a besoin de maîtriser certains logiciels. Mais de là à faire tout en numérique, là, les dernières années, il y avait une distribution de tablettes et d'ordinateurs portables. En plus de ça, c'est-à-dire pour les élèves. Les lycées dépendent donc de compétences régionales et le Conseil régional d'Île-de-France... Tout à fait. offrait un ordinateur à chaque élève. Donc, tout ça, c'est complètement incohérent. Si on offre un ordinateur, si on insiste sur le numérique, mais qu'aux épreuves, en définitive, l'élève doit faire face à une dissertation,
Enfin, c'est à s'arracher les cheveux. On comprend pas. Alors après, on peut se dire, bon, c'est vrai qu'on peut pas échapper à l'ordinateur. Enfin, ce serait Don Quichotte Oui. contre les moulins à vent. Il y a quand même, disons, quelque chose que l'on peut noter, mais bon, je suppose que ça ne fait pas l'objet d'une réflexion dans l'éducation nationale, c'est que quand vous prenez en note un cours, alors la prise de notes, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est comme quand vous apprenez à jouer d'un instrument. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des automatismes puisque votre corps accompagne votre esprit. Mhm. Et donc, quand vous notez des choses avec le bras, ça rentre mieux que lorsque vous êtes sur un ordinateur. C'est comme ça. Oui. On n'y peut rien. On est des êtres humains. Oui. Donc, c'est un petit peu dommage. En fait, les incohérences sont à tous les étages quoi, de cette formation. Mais peut-être ils feront marche arrière. Je sais que dans certains pays, ils ont voulu faire le tout numérique et ils en sont un peu revenus. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, parce que pour créer son CV, c'est très bien de connaître certains logiciels. Pour écrire une lettre de motivation, quoique maintenant ils vont faire un copier-coller et puis alors on va avoir l'intelligence artificielle. Alors là, il la fera la lettre de motivation. Elle va se faire toute seule. Ouais. Mais il est vrai que dans la mesure où on a des épreuves écrites, manuscrites, je ne comprends pas cette obsession à vouloir faire que du... Enfin, en tout cas, plus de numérique. Mais oui, c'est vrai, à mon inspection, ce jour-là, on m'avait reproché que sur une heure de cours, je n'avais pas installé les élèves derrière l'ordinateur. En une heure de cours. Sur une heure, en plus. Alors, 55 minutes, très précisément. Donc, le temps qu'ils se mettent devant... Alors, en fait, le cours, il ne durait pas longtemps. Sur 2 heures, peut-être, oui, mais pas sur une heure. Et donc, c'est l'inspecteur d'académie ou l'inspectrice, je ne sais pas qui vous faisait cette remarque, qui est une remarque déjà stupide. Puisque comment voulez-vous en 55 minutes faire ça ? C'est ça. Oui, parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a le temps de les installer, de faire enlever le sac à dos, de poser le blouson, de sortir ses affaires, parce qu'il faut encore leur demander à cet âge-là de sortir leurs affaires. Donc il y a déjà une perte de temps à ce niveau-là. Si vous êtes en classe entière, alors là, les mettre sur poste informatique, c'est effrayant, ça prend un quart d'heure. En demi-groupe, bon, ça passe encore, mais effectivement, le temps d'installer tout le monde, pour moi, c'était pas nécessaire. C'était pas le bon temps pour le faire. Oui, bien sûr. Autre chose, toujours dans les incohérences, mais on est même carrément dans l'illégalité. Avant d'entrer dans l'ambiance, alors là, c'est pas piquer des vers, ce que vous écrivez dans votre bouquin. Je rappelle donc prof en danger, Inès Fleury, 9 ans en lycée professionnel. Je le montre devant la caméra. Il faut vraiment lire ça se lit facilement. C'est incroyable. On va passer le bobino et ensuite je vais continuer mes questions. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et donc, ce qui est... Maintenant, parlons un petit peu d'une dernière incohérence, presque une illégalité. Vous étiez contractuel, d'accord ? Il y a vraiment que la ministre de l'Éducation nationale de François Hollande qui ne sait pas ce que c'est qu'un CDD. C'est normal. Le ministre de la fonction publique. C'était la ministre du Travail. C'est encore pire que tout. Vous vous souvenez de ce fameux épisode d'une personne qui était là parce que c'était une femme et qu'en plus elle était maghrébine. Donc d'un point de vue électoral, c'était bien. Et quand on l'avait interrogée sur le contrat à durée déterminée, elle était incapable de répondre. Mais elle était ministre du Travail quand même. Donc, à part la ministre du Travail, il est bien normal qu'elle ne sache pas ce que c'est que le travail. Mais puisque c'est une ministre, comme dirait Louis de Funès, je suis ministre, je ne sais rien faire dans la folie des grandeurs. Vous étiez donc contractuel. On vous a passé, dites-vous, 6 fois 6 CDD. Mais c'est illégal. Bien sûr. Dans le privé, pour reprendre les propos de mon mari, on fait ça dans le privé, on se retrouve au prud'homme. Bien sûr. Donc, dans l'éducation nationale, donc pour expliquer les choses telles qu'elles sont, alors à moins que ça ait changé sur ces 2 dernières années, mais c'est assez peu probable. Oui, je ne pense pas non plus. Vous êtes en CDD du 1er septembre au 31 août, qui est renouvelé si on a toujours besoin de vous et si on manque toujours de professeurs. Vous passez en CDI après la 9e année révolue
dans la mesure où vous en faites la demande. C'est-à-dire que si vous n'en faites pas la demande, on peut vous laisser en CDD. Et il ne faut pas qu'il y ait Euh, d'interruption entre 2 CDD de mémoire de plus de 2 mois. oui, alors là, c'est ce que vous avez vécu, parce que Mmh. déjà, c'est pas possible, ça, de laisser quelqu'un 9 ans en CDD. Ça n'existe pas. Ben pourtant ça Ou existe, alors, faut c'est-à-dire faites ce que je tricher. fais, Oui, c'est ça. mais faites ce que je dis, mais pas ce Faites ce que que je je fais. dis, mais faites pas ce que je... C'est Non, ça. mais ça, dans votre bouquin, c'est incroyable. Oui, oui, Mais oui. comment c'est possible que la République elle-même Mmh. triche avec ses propres lois? Ou alors voilà, elle Mais dit que... je serais pas surprise si on fouille un peu, dans les les archives, qu'on retrouve trace de professeurs en CDD qui ont dû, mettre au prud'homme l'éducation nationale parce qu'effectivement, on peut pas renouveler un CDD 6 fois, hein. Moi, je l'apprenais en cours d'économie droit, à mes élèves en lycée professionnel. Je suis sûre qu'ils auraient pu répondre à la question, que la Ah ministre bah n'a oui, pas oui, non, la ministre, elle sait pas, c'est ne normal. savait Mais alors, vous voulez dire que vous étiez en CDD quand même du 1er septembre au 31 août? Oui. Ah bon, parce que ça aurait pu, en plus de ça, être du 1er septembre au 30 juin. Et puis là, on vous laissait tomber et ensuite et on vous... certains professeurs étaient dans ce cadre-là. Alors là, Ah c'était... oui, oui, non, certains professeurs étaient dans le cadre du CDD qui se finissait à fin juin, tout comme, j'ai entendu des contractuels, qui attendaient, 2 ou 3 mois avant de toucher leur premier salaire parce qu'il y avait des problèmes dans les logiciels ou les paramètres et il restait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans toucher leur premier salaire. En plus de ça, donc l'éducation nationale est obligée, dans ce cas-là, en principe, hein, de vous verser une indemnité de précarité d'emploi à l'issue d'un CDD. Donc, ça coûtait cher. Enfin, bon, disons que ça prenait... oui, c'est ça, la Alors, précarité de l'emploi, je ça, sais ça même pas couvrait s'il y le avait moitié. l'indemnité de précarité de l'emploi. Il faudrait que je Ah non, reprenne mes mais- fiches de paye sur lesquelles on ne comprend rien par ailleurs, parce qu'il y a autant d'abréviations que dans le référentiel. Donc, quand je disais à mes collègues, ça veut dire quoi cette ligne? Bon, voilà. Il y avait 2, 3 réponses, mais Non, mais quand on pense que les URSSAF vous ont persécuté, vous ont demandé 10 000 euros alors que vous n'aviez aucun gain Mm. dans votre métier précédent, Mm. et là, vous rentrez de l'éducation. En fait, le meilleur endroit pour vivre dans l'illégalité, si je comprends bien, c'est de travailler pour l'État. c'est ça. Ouais. Non, mais ça faisait partie des Absolument. logiques. Ça fait 2 semaines que vous êtes entré dans ce lycée, que déjà vous assistez à une bagarre dans votre propre classe. Oui. En Alors- plein cours, oui. Bon, et là, vous êtes complètement désarmé, désemparé, Oui. parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, en fait. Et il y a prétendument un proviseur. Bon, pourquoi déjà y a-t-il une bagarre? Ou alors, c'est toujours difficile de savoir réellement comment c'est parti, parce qu'il y a tellement de brouhaha dans une salle de cours qu'on a Incroyable. du mal à entendre Ah oui. d'où ça vient. D'accord, donc vous n'avez pas entendu les... C'est ça, de, oui. Vous les avez simplement de vus mémoire, il rouler y par avait terre. une histoire de bounty auprès d'un élève. Donc de racisme, hein, Voilà, c'est- c'est-à-dire t'es noir à l'extérieur, t'es blanc à l'intérieur. Non, mais- J'ai appris ça ce Voilà. jour-là, parce que Et j'avais ça, pas du tout ça cette c'est pas notion. raciste, hein, c'est pas jugé raciste par l'éducation Certainement pas, nationale. Hein. Certainement pas. Donc quelqu'un qui dit à un noir, t'es pas un vrai noir, t'es un bounty parce que t'es blanc à l'intérieur, Ouais. ça n'est pas une remarque raciste. Non. Hein, c'est bien connu. non. Bon, d'accord. Voilà. Donc pour ça, Donc, de mémoire, c'est parti avec ça. Et en fait, comme les élèves n'étaient pas l'un à côté de l'autre, mais un petit peu espacés, ben forcément, il y en a un qui a voulu se défendre. Hein, voilà, il ne voulait pas se laisser... se insulté. traiter de bounty, C'est ouais, ça. Et ouais. puis, ben, de fil en aiguille, en fait, plusieurs élèves se sont confrontés. Certains élèves ont pris parti soit pour l'un, soit pour l'autre. Moi, spontanément, bien entendu, je ne pouvais pas laisser faire, donc je me suis approchée d'eux. Mais tout ça va très très vite. Hein. En fait, on a le temps de peu de choses. Et oui, à un moment donné, il y a une table qui a été renversée, il y a une chaise qui a été balancée. Heureusement que j'étais au premier étage, donc les surveillants ont entendu ce qui se passait, parce que quand on est au 3e, c'est déjà plus difficile. Et donc, j'ai 3 personnes qui sont assez vite intervenues, mais heureusement, parce que oui, j'étais démunie. Et que faire, comment faire? Quand ils sont 24, c'est un petit peu compliqué, quoi. Qui sont ces 3 personnes qui sont intervenues? 3 surveillants. 3 surveillants. Oui, oui. Ah oui. Donc il y avait quand même du personnel. Et Oui. eux, ils arrivent à arrêter la bagarre. 3 et moi, 4, à un moment donné, oui, on y arrive. Et puis quelques élèves quand même qui essaient aussi de calmer,
de calmer ces Donc ça énergies. fait 15 jours que vous êtes dans... Ça faisait 2 semaines, oui. Oui. Bon. Donc là, vous commencez à faire l'apprentissage donc, de ce chaos, qui est un chaos culturel et social. On va rentrer dans les profondeurs de ce chaos. Mhm. Mais vous disiez que en principe, vous n'étiez pas là pour éduquer, mais pour instruire. Or, vous citez des cas absolument incroyables, et ça peut aller dans tous les sens. Vous citez le cas d'une personne, une Sarrasine. En fait, elle arrive dans votre classe, elle est habillée en Barbarella ou je ne sais quoi, de façon la plus indécente possible. Et comme dirait je ne sais plus quel auteur, elle était mieux que nue. Hein. Et puis, vous convoquez sa mère. Je suppose qu'elle avait pas de père, cette fille-là. En tout cas, sa mère arrive en tchador. Et en fait, alors évidemment, c'était un peu exceptionnel, mais là, pour le coup, la fille, se révoltant contre le milieu dans lequel elle évoluait, se révoltant contre le tchador et tout ça, décide d'arriver en allumeuse totale au lycée. Et évidemment, là, c'est le problème de l'éducation. C'est pas à vous de faire cette éducation normalement. Ah oui, effectivement, même si enfin, moi, je pouvais pas m'en empêcher de le faire parce qu'on peut pas non plus accepter qu'une jeune fille se dénude trop. Enfin voilà, un petit peu de décence aussi. Puis on vient au lycée, on vient pas à la piscine ou à la plage. Mais non, ce jour-là, ça a été particulièrement violent psychologiquement pour moi parce que je m'attendais pas à ça. J'avais souvent la maman au téléphone et je m'attendais pas en fait à un tel décalage d'éducation, mais aussi de religion de ce fait-là. Et c'était très très perturbant parce qu'effectivement, en fait, on avait d'un côté une jeune femme qui posait sérieusement problème, mais qui en fait était à l'encontre et dans la provocation et à l'extrême de ce qu'était sa maman. Et donc forcément il y avait de la rébellion et dans sa rébellion, pour le coup il y avait, elle était partie. Enfin c'était un petit peu n'importe quoi. Elle tenait plus en place. On avait des problèmes de consommation de produits illicites. En plus de ça, oui, vous pensez qu'elle se droguait? Oui, bien sûr. Et puis sa maman m'en parlait assez, mais là ça a été un choc parce que c'est un choc culturel, c'est un choc religieux, mais du coup en même temps de ce fait-là on comprend. Enfin, on pardonne pas, mais on comprend aussi pourquoi cette provocation, pourquoi cette attitude. Et puis oui, il y a eu des propos de la maman qui étaient assez terribles. Donc on imaginait très bien ce qui pouvait se passer certaines fois au sein du foyer. Donc, par exemple, les propos quand elle disait que quand elle savait plus comment gérer sa fille, elle les envoyait chez les tontons, donc au bled. Donc voilà. En Afrique, donc. Au bled, ça veut dire c'est ça. Au-delà de la Méditerranée. C'est ça. Et alors, elle disait pas ce qui s'est passé, bien sûr, mais oh là là. La phrase était glaçante et donc, enfin, voilà, Et parce que ça, finalement, c'est assez minoritaire comme réaction. En général, vous avez assisté au contraire, c'est-à-dire à la radicalisation des jeunes filles, des jeunes élèves. Oui, d'année en année, malheureusement, on notait que effectivement les jeunes femmes portant le voile à la sortie du lycée, elles étaient de plus en plus nombreuses à le porter dans nos classes. Puisque sur la fin, il y avait à peu près la moitié des filles qui se voilaient. Ce n'était pas le cas quand j'ai démarré en 2014. Et puis surtout, en fait, on sentait cette pression et cette provocation de dire bon, d'accord, je vais l'enlever, mais je vais le garder autour du cou. D'accord, je vais l'enlever, mais je vais le poser sur la table et je vais quand même vous montrer que je fais partie de cette religion. Alors que on est dans un établissement public, laïque, et que nous, professeurs, on n'avait pas lieu de porter aucun signe ostentatoire religieux, et que elles faisaient quand même force et front pour exprimer leur religion. Et ça, c'était dur parce qu'il y avait toujours des façons de contourner, en fait.
Mhm. Elle mettait des grandes tuniques unies satinées, des grands pantalons larges unis satinés, d'où ce que Gabriel Attal a mis en place sur son court mandat de ministre de l'Éducation nationale, c'est d'interdire le port de l'abaya. Mais effectivement, un, c'est pas autorisé de par la laïcité. Deux, on est en lycée professionnel, donc on devrait avoir une tenue unique, en fait, ce qui solutionnerait tout problème. Hein. C'est pas compliqué, en fait, à faire. Hein. Il suffit juste d'imposer la tenue professionnelle toute la semaine, comme, encore une fois, pour le mécanicien ou le boulanger. Mhm. Ça résoudrait tous les problèmes. Voilà. Là, vous pensez qu'il y a derrière cela, comment dirais-je, une mentalité de conquête des esprits, Bah, de conquête islamique, tout simplement? on est bien obligé de le constater, Mhm. puisque c'est une question de chiffres, en fait. C'est-à-dire que quand en 9 ans, vous passez d'une situation à 5, 6, c'est bien qu'on fait en sorte que ça s'installe et que ça se développe. Sinon, ça ne serait pas le cas. Enfin, moi, je me souviens, j'étais moi-même en lycée technologique quand j'étais jeune, à Compiègne. D'ailleurs, dans un lycée où il y a eu beaucoup de soucis il y a quelques années, le lycée Mireille Grenet, pour le citer. Euh, voilà, il y avait pas de, on était tous en tenue républicain, si on peut le dire comme ça. Mais donc, on est bien obligé de constater. C'est un simple constat, quoi. Il suffit juste d'avoir les yeux ouverts et d'observer ce qui se passe dans nos rues, ce qui se passe dans nos établissements pour bien reconnaître que cette religion veut s'imposer. Mais dans un établissement public, on n'a pas lieu d'imposer quoi que ce soit. On est là pour apprendre, on est là pour recevoir de l'instruction, on est là pour apprendre l'histoire, la géographie, on est là pour apprendre le français et pour acquérir un cursus suffisamment intéressant pour après accéder à une vie professionnelle, parce qu'en tant qu'adulte, a priori, on va être obligé un petit peu de travailler, et que pour y arriver, ça passe par l'instruction nationale. En principe, oui. En principe. Ouais. Et que donc, voilà, si on veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est pas compliqué, en fait. Il suffit juste d'imposer, en fait, et puis surtout de donner l'autorité pour aller contre en cas de refus de la réglementation. Si demain, il y a un élève qui refuse de venir dans une tenue appropriée et qui respecte ce qu'impose le lycée ou même l'éducation nationale, dans ce cas, t'es pas dans la bonne tenue, tu viens pas à l'école. Or, vous assistez à tout le contraire, c'est-à-dire une démission totale d'abord des autorités de l'établissement. La bagarre dont vous avez parlé, il y a des sanctions après cette bagarre? Après cette bagarre-là, à l'époque, avec le proviseur, oui, il y a forcément une convocation quand même des parents et de l'élève, oui. Voilà. Il n'y a pas toujours eu... C'est pas une sanction de convoquer les parents. Non, mais il y a certainement eu de mémoire quelques jours d'exclusion. Souvent, il y avait 2-3 jours d'exclusion, donc ce qu'on appelle les exclusions temporaires. Ouais. Voilà. Bon, lui, il est content, l'élève, après tout. Il n'a pas besoin de venir. Oui. Pour certains, oui, ça se passait comme ça. Ouais. Ouais. Ils étaient plutôt contents, finalement, de ne pas se revenir à l'école. Et puis, il arrive vers la fin, là, un jour où ça finit par devenir un peu dangereux. Vous êtes menacé, vous-même, de crimes, enfin de meurtres, un peu comme Samuel Paty ou des gens comme ça. Et vous allez à la police, et la police n'est pas démissionne tout autant que votre employeur. Oui, au premier instant, oui. Alors, moi, j'ai pris ça comme une menace, puisqu'on m'envoie. Alors, que les choses soient bien claires, parce que je sais qu'une fois, sur une autre interview, peut-être que mes propos n'ont pas été assez justes, mais je ne reçois pas un message SMS, je reçois une capture d'écran d'une sourate du Coran, donc une capture d'écran numérique ou une photo d'un livre, je ne sais pas, mais c'est pas la personne qui a tapé le message, c'est une capture d'écran. Mais c'est la personne qui a capturé l'écran. Mais c'est la personne qui a capturé l'écran et qui m'invite fortement à changer de religion, que ça serait mieux pour moi, point d'exclamation. Alors du coup, il faut le prendre comment? C'est un gentil conseil ou c'est un conseil un peu plus menaçant?
Moi, je l'ai pris comme une menace et puis je me suis dit, en tant que professeur, il ne me viendrait pas à l'idée d'envoyer un psaume à un élève. Et qu'est-ce qu'on irait dire enfin, qu'est-ce qui se passerait si c'était l'inverse, si on renversait les rôles. Donc Là, voilà. Que disait la sourate? Parce que c'est ça qui est important. Si vous envoyez un psaume qui est un appel à l'amour, il n'y a rien de, C'était une y a rien sourate d'agressif. qui disait qu'il fallait cesser de croire en la Trinité. Ah oui, que... mais qui n'appelait pas à vous décapiter, par exemple. Non. Il fallait simplement cesser de croire en Il la fallait Trinité. cesser de croire en la Trinité, voilà, etc. Donc, sourate qui existe, mais Ouais. je pense qu'on on ne dit pas assez les choses et on ne réagit pas suffisamment. D'ailleurs, à la suite de ça, alors finalement, nous étions 2 professeurs à avoir reçu cette capture d'écran. Je n'étais pas la seule. 2, voilà, on ne sait pas pourquoi. Hein, mais dans mes collègues, certains comprenaient ma crainte et comprenaient mes démarches. Et puis, une moitié, oui, bon, c'est pas très grave, ça signifie pas grand-chose. Oui, Mais c'est la il y a même rien logique. d'anodin. Enfin, pour moi, il y a rien d'anodin. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce message C'est la même dynamique, finalement, qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. C'est-à-dire que on s'affolait pas, on disait, oh, tout ça, c'est pas si grave que ça. Oui, parce que je pense qu'on on veut pas voir les choses telles qu'elles sont et on minimise toujours. Je pense que l'éducation nationale et les différents présidents jusque-là ont effectivement, comme vous le dites, minimisé. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi. La haine de la France, des 13 siècles qui ont précédé la Révolution, peut-être. Non, mais pourquoi est-ce qu'on laisse faire, hein? Est-ce qu'on veut pas voir les choses? Est-ce que c'est une histoire d'électorat, de petits papiers dans l'enveloppe le jour du vote? Est-ce que vous sentez l'orientation idéologique de l'ensemble du corps professoral? Mélenchon, ça ressort ou pas? Je trouve que ça ressort. Oui, ça ressort. Donc, il y a une logique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme. Oui. Donc, de fait, du côté des élèves autochtones, est-ce que vous sentez, dans votre expérience, que certaines élèves, par exemple les filles, on parle des filles qui ont des copines qui se radicalisent, est-ce qu'il y a des élèves autochtones qui finissent par se laisser entraîner sur au moment du ramadan, qui font un effort pour accompagner leurs copines, enfin... Alors ça s'est vu, est-ce que c'est majoritaire? Je le dirais quand même pas, mais ça s'est vu. Moi, ce que je remarquais surtout, c'est c'est le nombre de jeunes femmes voilées entre le jour où je suis rentrée dans l'éducation nationale et le jour où j'en suis partie, et puis à quelle période ça se passait dans leur vie. Souvent, les élèves de seconde, elles étaient assez féminines, maquillées, coiffées, apprêtées. Et puis, étrangement, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'année d'après, on les retrouvait déjà transformées. Donc, plus maquillées, plus pouponnées, plus coiffées. Et puis, du coup, avec le port du voile. Ouais. Bon, voilà, c'était progressif comme changement. Et encore une fois, effectivement, on ne reconnaît pas les situations. Est-ce qu'on veut éviter le conflit, tout simplement? Est-ce que ça fait bien de dire que on est de gauche et comme on vit une vie en société, on pense qu'on peut mélanger tout le monde et que du coup, on ne veut pas se rendre compte de ce qui se passe et dans les établissements et aujourd'hui, dans notre pays, ça, j'ai pas la réponse. Mais c'est pour ça que je condamne même à la fin de mon témoignage nos chefs d'État. Parce que, pour le coup, c'est eux qui sont responsables et je dis même coupables de toute cette situation-là, puisque c'est à eux de prendre les décisions, des décisions fermes mais concrètes. Parce qu'en fait, il y a rien de concret. Là, je lisais cette année... on fait un essai pour éviter les téléphones portables en classe dans certains collèges de France. Mais à quel moment on a besoin de faire un essai, que ce soit un ministre qui prenne cette
incroyable décision et qu'on écrive certainement encore 40 pages de référentiel pour expliquer comment on va interdire le téléphone portable. Enfin, il y a tellement d'aberrations, il se passe tellement de temps pour faire écrire des choses qui sont somme toute très simples à mettre en place. Moi, le téléphone portable posé sur mon bureau, je l'ai mis en place très rapidement. Oui, vous écrivez ça. Parce que effectivement, les élèves, les jeunes d'aujourd'hui, et pas que les jeunes, tellement de temps sur leur téléphone. On ne coupe pas la sonnerie, on a le nez dans le téléphone. Il y a un moment dans votre bouquin où vous dites finalement ils sont placés là, ces gamins, pour ne pas être dehors et donc brûler des bagnoles. Donc au moins ils sont là. Alors ça va durer quelques années. Bon, après ils seront dans le décor, mais c'est pour ça qu'on les fait pas redoubler non plus. Ouais. Ah oui, parce qu'une fois qu'ils ont 18 ans, l'éducation nationale se dit chouette, ça y est, on peut les lâcher, ils sont majeurs. Mais en attendant, du coup, c'est les profs qui les ont gardés au chaud durant tout ce temps. Alors, vous les faites pas redoubler, mais ensuite, il faut respecter les statistiques. Et donc, vous devez participer à des séances d'harmonisation. Alors, à vrai dire, la séance d'harmonisation, c'est déjà ancien. Hein. Mais là, évidemment, à notre époque, elle prend encore plus de relief. Où ça vous vexe énormément parce que vous avez donné une note à quelqu'un et on vous dit non mais là tu lui as donné 4, il faudrait lui donner 10 parce qu'on a besoin de nourrir les 85% de réussite au bac. Oui, c'est ça. Oui. Donc l'imposture, le mensonge, vraiment, non seulement la République triche avec ses propres lois, qu'elle impose cruellement aux autres. Je reviens toujours à vos 10 000 € d'URSSAF. Mais en revanche, elle triche aussi avec ses statistiques, parce que c'est pas très difficile, hein, si on veut cette statistique. Il suffit de faire des séances d'harmonisation. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe pour nos auditeurs? En fait, on corrige les copies. Il y a un certain nombre de professeurs qui sont convoqués par établissement. Et à la fin, on voit quelle est la moyenne pour l'épreuve. Et surtout, on compare en fait les moyennes de chaque établissement. Donc, s'il y a un établissement qui fait un peu baisser la moyenne de la région, on va reprendre les copies et on va voir quand même si la note n'est pas... Hein. C'est dans notre... Si la note n'est pas un peu trop basse et s'il n'y aurait pas moyen de la remonter. Voilà. Mais ça m'est arrivé la toute première ou la deuxième année où... ça m'a vexée. Et puis, on m'a dit, non, tu sais, ça se passe comme ça. J'ai des notes de 8 qui ont été transférées à 12. Alors, quelques-unes, certes, mais quelques-unes fois le nombre de copies, fois le nombre de professeurs, c'est comme ça qu'on rehausse le pourcentage de réussite. Les 85. Voilà, les 85. Et puis surtout, quel est le rôle du professeur si, quand on met une note, on nous dit, non, ta note, elle est trop basse, on va la remonter. Enfin, à quoi on sert, en fait ? Donc, en fait, on est dans le mensonge complet, ce qui permet ensuite à la République de dire à tout le monde, vous savez, nos élèves sont beaucoup plus intelligents que leurs parents ou leurs grands-parents, parce qu'ils sont à 85% bacheliers, désormais. Donc, voilà, en réalité, derrière ça, s'il a fallu rehausser 2-3 notes par établissement, on le fait et puis comme ça, on garde un pourcentage intéressant. Et puis du coup, l'inspectrice a même posé la question de quel était mon enseignement pour que les élèves aient des notes inférieures à mes collègues. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Donc ça c'est extraordinaire aussi. Voilà, c'est ça. Donc on remet en cause le travail de l'enseignant. Sachant que j'ai quand même eu beaucoup de collègues qui étaient de vrais professeurs et qui se donnaient énormément de mal pour refaire leurs cours. Et donc, on remet en cause l'enseignement du professeur, mais on ne remet pas en cause les capacités de travail et de l'élève. Donc ça c'est en fait voilà c'est révoltant. C'est révoltant parce que c'est décourageant. C'est décourageant. Au mensonge succède la perversité du système qui fait que si les notes sont mauvaises, c'est que vous avez été une mauvaise enseignante. On remet en cause l'enseignement. C'est ça. Oui. Je vous propose, avant d'arriver un peu vers presque la fin, c'est-à-dire comment vous vous enfuyez de cet enfer, je vous propose que nous passions encore un petit peu de musique. Et ensuite, on va arriver à la conclusion de tout cela. Comment vous partez ?
Alors un jour, vous décidez à partir. Et on pourrait presque considérer que c'est un échec dans votre vie, parce que vous aviez un vrai projet quand vous avez voulu entrer dans l'éducation nationale. Honnêtement, j'y croyais. Vous étiez une idéaliste, voilà. Oui, j'y croyais parce que moi, j'avais voulu faire de la formation en fin de carrière dans le privé. Et puis, je me disais, tout le monde dit que c'est un beau métier d'être prof. Oui. C'est une transmission de savoir, de compétences. Et moi, je croyais au lycée professionnel parce que, pour le coup, j'ai fait un BTS par alternance. Donc, vous-même, oui. Moi-même. Ouais. Donc, on n'est pas tous doués pour faire 10 ans d'études après le bac. Mais on peut très bien accéder à une profession valorisante quand même. Et j'avais plein de choses à leur faire partager et j'y ai cru quand même pendant 5 ans. Vos camarades vos camarades profs étaient dans le même cas que vous, en général, ou alors, pas? en matière professionnelle, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui viennent du privé, qui ont fait un passage dans le privé avant de devenir enseignant. Mais je veux dire, vous avez déjà croisé dans la salle des profs des idéalistes, ou bien c'était des épaves qui échouaient? Ah non, alors franchement, dans mon établissement, il y avait quand même des idéalistes, comme vous dites, oui, des gens qui y croyaient et qui mettaient tout en œuvre pour faire adhérer aux élèves et pour les faire avancer dans le bon sens. Non, vraiment, Alors après, il y a votre fuite. Je montre de nouveau votre livre, Prof en danger, Inès Fleury, Prof en danger aux éditions Valeurs Actuelles. Parce que là, votre départ, c'est incroyable. C'est à un moment, vous n'en pouvez plus. Vous auriez pu vous mettre vraiment en danger pour votre santé, parce qu'une dépression, il ne faut pas jouer avec ça. C'est ça. Faut pas jouer avec ça. Une fois qu'on rentre dans une dépression, on ne sait pas comment on va s'en sortir, ni même quand on va en sortir, et ni même si on va en sortir. Il faut faire très attention avec ça. Et donc, vous voyez pointer le danger. Heureusement, vous êtes aussi heureusement épaulé par votre mari. Vous n'êtes pas seul au monde non plus. Bon, donc c'est bien. Et là, vous dites, je pars. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, vous voulez vous entretenir, évidemment, à l'échelon N+1, c'est tout. Mais il ne se passe rien. Non. Non, je demande effectivement un entretien pour évoquer mon départ. Et effectivement, donc j'envoie un mail, je respecte la voie hiérarchique, donc à la personne concernée, et je n'ai pas de retour. Oui, parce que vous demandiez une rupture conventionnelle. Alors, avant de demander la rupture conventionnelle, j'ai demandé un entretien pour exposer dans quel état d'esprit j'étais, que effectivement, après un arrêt de quelques mois, c'était pas la solution. La dépression, c'était pas la solution. Lexomil non plus. Et que donc, il fallait que je tourne la page et je voulais m'entretenir pour évoquer ça, ce qui me paraît normal. Donc, vous voulez vous entretenir avec quelqu'un qui a la charge de votre personne. Oui, avec mon inspecteur, donc puisque c'est l'inspecteur qui doit vous recevoir. Donc j'ai respecté, puis en plus, je viens du privé, donc la voie de la hiérarchie, ça ne me pose pas de souci. Donc, j'ai d'abord demandé un entretien à cette personne. Effectivement, je n'ai pas eu de retour. Donc, comme je voulais évoquer mon départ et évoquer une rupture conventionnelle, je me suis renseignée auprès du rectorat pour la rupture conventionnelle. Et donc, j'ai été reçue au rectorat avec les explications qu'on a bien voulu me fournir. Et entre-temps, il y a eu une situation extrême où je me suis dit, c'est plus possible de rien dire. Alors, attendez, pardonnez-moi. Au rectorat, pas de réaction non plus? Au rectorat, on me reçoit, on m'explique comment ça peut se passer pour une rupture conventionnelle. Mais vous n'êtes pas non plus, le recteur ne s'intéresse pas à votre cas. Non. Non, je suis reçue par les secrétaires très gentiment, qui m'expliquent comment ça se passe la rupture, que globalement c'est refusé, mais que je peux toujours en faire la demande avec tel délai, etc. Et donc, entre-temps, je vous ai interrompu, il se passe quelque chose de grave. Oui. Alors, là, c'est pas moi, mais c'est une collègue qui reçoit un œuf en plein cours. Oui, donc, normal. Ouais. Donc, elle reçoit un œuf en plein cours. Et moi, ça a été vraiment la goutte d'eau. C'est-à-dire que je venais juste de revenir d'un arrêt en me disant, bon, il faut que j'y retourne. Et il se passe ça. Alors, il s'était passé d'autres choses aussi avant. Donc, on vous répond quoi? Que l'éducation nationale ne fait pas de bonne omelette sans casser des œufs?
On vous répond pas du tout, rien. Non, donc là, en fait, alors je prends pas ma plus belle plume parce que j'envoie un mail. J'envoie d'abord un mail à mes collègues en leur disant que c'est pas possible, qu'on peut pas continuer de se taire. Il faut que ça remonte, mais qu'il faut que ça remonte plus haut, puisque peut-être que quand ça remonte au proviseur, c'est pas suffisant et qu'on devrait peut-être se serrer les coudes pour faire remonter les informations plus haut. Vous êtes soutenu ou pas dans cette démarche? Oui, j'ai trois, quatre collègues qui me répondent oui, effectivement, ça commence à bien faire, hein, pour faire court. Donc la majorité de vos collègues, Pas trop. voilà, c'est Ils réagissent pas trop. extraordinaire. Alors, ils sont outrés de la situation, Ouais. hein, ils sont peinés pour la professeure qui a été, qui a reçu l'œuf. Mais Ils ont ça peur. réagit pas, en fait. D'accord. Je sais pas, il y a de la peur, il y a de la crainte, où on veut pas faire de bruit, D'accord. où on minimise tout. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais moi, je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas en rester là. Et donc oui, effectivement, j'ai écrit à Pape Ndiaye, qui était le ministre de l'Éducation nationale à cette Un époque-là. grand ministre de l'Éducation Qui a nationale. marqué son temps. Ouais, remarquable. Donc voilà, donc je me suis dit, ben tant pis. Donc, alors j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au ministère. Et alors là, tout à coup, le recteur, le proviseur Bah oui. se disent, mais enfin, qu'est-ce que vous venez de faire? Bah là, C'est-à-dire, tout à coup, incroyable qu'ils que se découvrent. passe-t-il? Convocation. Voilà, là vous êtes convoqué, c'est-à-dire Oui. que quand vous leur écrivez à eux, vous n'êtes pas convoqué, mais si vous écrivez au ministre, ça fait un scandale. Évidemment, c'est pas du tout par affection que vous êtes reçu, c'est pour vous gronder. Enfin, vous dites, mais qu'est-ce qui vous prend? Bah, quand vous êtes reçu par trop personnes et qu'on vous convoque seul, ça ressemble Ah oui, d'accord. plus à un jugement ouais, qu'un c'est- petit entretien sympathique. Mais en fait, comme ils ont démarré en m'expliquant que j'aurais dû passer par ma voie hiérarchique et que là, c'était quand même très surprenant que je m'adresse directement au ministre, Ministre. j'ai eu la chance de leur répondre que tel jour, à telle date, à telle heure, j'avais envoyé un mail à mon inspecteur et que j'avais pas eu de retour. Oui, et ça fait. Et c'était avéré. Oui, oui, de toute façon, un Euh, mail a une valeur juridique. Donc, Voilà, et ouais. que ma proviseure ne m'avait pas répondu non plus. Et que du coup, j'étais passée au-dessus. La 4e proviseur de ces 9 années d'expérience, c'est ça, hein? C'était Oui, la ça- numéro 4, ouais. On va être obligé de se quitter, mais c'est incroyable. Enfin, cette présentation de choses vues, de choses vécues, est incroyable pour évidemment des gens qui ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se passe dans l'éducation nationale, sont d'une génération qui n'a pas connu ça. Heureusement qu'il y a des gens comme vous voilà, qui sont une sorte de lanceurs d'alerte, si on veut. En tout cas, C'est ça, en fait. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de témoigner et que le lecteur prenne conscience et se mette à la place d'eux. J'aimerais beaucoup que les gens qui ont encore malheureusement les yeux fermés se projettent dans la peau du professeur en lisant ce témoignage. C'est juste un témoignage, hein, effectivement, je ne suis pas une grande écrivaine, mais pour c'est comprendre... pas le sujet. Pour comprendre ce que vivent les professeurs, même si certains professeurs seront pas d'accord avec moi, mais pour autant, c'est bien ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et surtout, à un moment donné, il y a quand même des responsables et des coupables dans tout ça. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, ils ont raison de continuer sur ce plan-là, les parents et les élèves, puisque de toute façon, on ne leur interdit rien. Non, mais oui. Voilà, il n'y a pas de vraie solution. Il n'y a plus d'autorité dans les écoles. Donc, oui, effectivement, autant continuer. Mais je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de gens qui mettent au tribunal, en fait, les chefs d'État et les vrais responsables de tout ça. Moi, je suis surprise. Alors ça, il nous reste 1 minute simplement pour vous dire, madame, que on est très très loin de tout ça. On n'est pas dans un régime tel que vous l'imaginiez, peut-être. Non, il ne faut pas espérer ça. Alors, j'ai pas dit que ça durerait toute Mais pourtant, 100 ans il faut encore. bien, hein. il faut bien qu'il y ait Ouais. il faut bien qu'il y ait des responsables à un moment donné. Non, vous les trouverez jamais. C'est l'irresponsabilité institutionnalisée. Donc, à commencer par les 6 CDD qu'on vous a passés dans C'est la pas- fonction publique. Enfin, vous étiez assimilé fonctionnaire, forcément. C'est extravagant. On est obligé de se quitter. Inès Fleury, merci beaucoup d'être venue. Donc, Merci à vous pour votre invitation. rendre ce témoignage, prof en danger, Inès Fleury, chez VA Édition.
À une prochaine fois, chers auditeurs. Merci à vous.